Deux équipes qui auront à cœur de se montrer lors l'un des matchs les plus attendus de l'année en Liga. Le Real Madrid va recevoir l'Atlético Madrid. C'est, comme vous l'aurez certainement compris, le derby de Madrid en avant-match ici sur Transitionnel. On va donc parler de la forme des deux équipes, de leur dernier match notamment en Ligue des Champions, parce que ces deux équipes ont réussi à se qualifier pour la suite de la compétition, et on va aussi parier en fin de podcast, excusez-moi, avec notre partenaire BetClick. Donc pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir une équipe 100% Foria Liga avec moi aujourd'hui, puisque j'accueille une nouvelle fois François de Foria Liga. Salut à toi. Salut à tous. Donc François, il a parlé de Séville, du FC Séville la dernière fois. Pas supporter spécialement du FC Séville. Il va parler un petit peu du Real Madrid, pas forcément supporter du Real Madrid, mais on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui, François, pour parler de ce match que tout le monde attend. Et avec nous, un autre membre de Foria Liga, mais lui est supporter de l'Atlético Madrid, c'est Julien. Salut à toi. Salut Quentin, salut tout le monde. Eh bien, bienvenue à vous deux, les gars. Donc, on espère que ce match va répondre à nos attentes, en tout cas. Et puis, surtout que les deux équipes restent sur un résultat assez positif, puisque les deux équipes concernées se sont qualifiées pour la suite de la compétition en Ligue des Champions, en ayant gagné toutes les deux leurs derniers matchs. Donc, on va commencer par le Real, et avec toi, François. Le Real qui s'est imposé sur sa pelouse face à Mönchengladbach dans un match vraiment très important. Le Real devait gagner pour se qualifier, et donc le contrat a été rempli grâce à un doublé de Karim Benzema en première mi-temps. Et derrière, le Real en gestion s'est tranquillement qualifié pour ses huitièmes de finale. Qu'as-tu pensé de ce match des Merengues de ton côté, François ? Je crois que c'est quand même le meilleur match de leur saison. Bien sûr. Très, très bon match. Ils ont étouffé Mönchengladbach. Alors Mönchengladbach très décevant, en revanche, qui n'a pas... Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, en fait, Mönchengladbach. Mais en tout cas, le Real savait exactement ce qu'il fallait faire, parce que ce genre de finale... parce que même si, c'est pas une finale en tant que telle, évidemment, mais les matchs importants, le Real Madrid sait les jouer, sait les disputer, et surtout contre des équipes en manque d'expérience. En conférence de presse, j'avais regardé un site anglais donc, qui suit aussi l'actualité de la Liga. Ils avaient noté qu'en 5 minutes, Casemiro avait dû dire plus de 12 fois le mot final dans son passage. C'était vraiment crucial pour eux. Et au bout de 10 minutes, on avait déjà compris comment ça allait se plier. Et déjà, Benzema a mis ce premier but. Et ils n'ont jamais desserré l'étreinte en première mi-temps. Ils ont mis un deuxième pion qui est exactement le même d'ailleurs, sauf que c'est Rodrigo qui a centré et pas Lucas Vazquez comme sur le premier. Modric a été parfait en première mi-temps. Et ensuite, ça a été de la gestion. Gladbach a eu des occasions, mais n'a pas réussi à faire douter ce Real-là. Et c'est vraiment... évidemment, Ramos était de retour, ça s'est noté quand même si la défense n'a pas non plus souffert des masses. Mais on a senti quand même que dans les moments cruciaux, le Real Madrid était là. Maintenant, est-ce que ce Real Madrid-là, même vainqueur contre Gladbach, est capable d'aller taper l'Atlético ? Ça, c'est autre chose. Alors, le match a été aussi marqué par le retour de Sergio Ramos. Est-ce que tu penses que ça a joué vraiment dans cette rencontre face à Mönchengladbach ? Est-ce que ça a insufflé une certaine confiance supplémentaire que les joueurs de Zidane n'avaient pas forcément sur les dernières rencontres, notamment même si les joueurs de Zidane avaient fait un bon match face à Séville, il y avait eu une faible victoire, et puis avant Séville, il y avait eu un résultat assez discutable face au Shakhtar et cette défaite en Ligue des Champions. Est-ce que le retour de Ramos coïncide avec ce bon match justement du Real ? Il apporte de la stabilité psychologique, j'ai envie de dire. Moi, je ne sais plus si c'était avec toi que j'en ai parlé, mais c'est pas mon défenseur préféré. Non. En revanche, le leadership qu'il apporte, l'intelligence qu'il a de gérer les temps forts et les temps faibles de son équipe sont très importants pour le Real Madrid. La défense centrale a été prise une fois en défaut en première mi-temps par Plea, mais c'est passé du côté de Varane, pas du côté de Ramos. Et évidemment qu'il y a une assise mentale même par rapport aux rivaux quand Ramos est là. Et je pense que l'Atlético Madrid est bien placé pour le savoir. Donc, forcément, tu as ce facteur supplémentaire quand il est sur le terrain. Maintenant, Ramos a aussi perdu avec le Real Madrid. C'est pas pour ça qu'ils vont gagner ce week-end. Ils ont gagné contre Séville avec Nacho en défense centrale et en faisant une bonne première mi-temps. La deuxième a été moins rigoureuse, mais la première était pas mal.
en tout cas sur le plan des basiques. Mais oui, c'est évidemment un facteur important pour les merengues et surtout pour Raphaël Varane. Alors, de ton côté, Julien, je ne sais pas si tu as pu voir ce qui s'est passé côté merengue pour ce match face à Mönchengladbach, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de ce résultat à l'approche du derby? Est-ce que tu les sens de nouveau confiants à l'approche de ce match? Alors, moi, j'ai pu me refaire la première mi-temps. Le problème des programmations en même temps, mais bon, bien sûr, on fait comme on peut. Et effectivement, on a retrouvé une équipe du Real Madrid qui quadrillait bien les zones, qui étouffait son adversaire. Et comme François l'a dit, avec Modric vraiment excellent. Et on sentait que le Real s'appuyait sur ses forces, tout simplement. Alors après, de là à dire est-ce que ce sera suffisant ou pas pour reprendre la confiance avant le derby, je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans ces rendez-vous-là, Zidane peut compter sur ses soldats, sur ses Ramos, sur ses Benzema, sur ses Casemiro pour assurer un minimum de cohérence et évidemment embêter l'Atlético. Donc on rappelle du coup pour clore ce chapitre sur le Real que le Real va finir premier du groupe et sera tête de série numéro 1. Le tirage au sort sera d'ailleurs lundi pour les huitièmes de finale. On connaîtra l'adversaire du Real et aussi de l'Atlético Madrid, puisque l'Atlético Madrid finit en beauté avec cette victoire à Salzbourg 2-0 et finit donc par contre eux de leur côté deuxième, mais bon le premier n'est d'autre que le Bayern Munich tout simplement qui a fait un très joli 4 sur 4, 6 sur 6 pardon, excusez-moi. On n'en attendait pas moins de l'Atlético, cette qualification, mais qu'est-ce que tu as pu penser de ce match-là de ton côté, Julien? Mérité cette victoire face à Salzbourg? Alors, je dirais pas que la victoire était toute en beauté. On va dire que les 3 points sont... Le travail a été fait. C'est ça. Le contrat est rempli. L'Atlético se retrouve en 8e de finale. Mais dans le contenu, c'était vraiment léger. Salzbourg, avant le match, avait dit qu'ils attaqueraient le match les couteaux aux dents, venir ici pour me planter des buts et pour aller chercher sa qualification. Parce que si Salzbourg l'a emporté, ils étaient à ce moment-là qualifiés en 8e. Et évidemment, ils ont mis la pression. Pendant 30 minutes, ça a été très difficile. Les ballons ne ressortaient pas. La défense faisait des erreurs, alors que jusqu'alors, la défense à 3 était plutôt satisfaisante. Et il aura fallu un coup de pied arrêté pour se sortir un peu de cet étau. Et bizarrement, une solution qui vient par coup de pied arrêté cette saison, c'était jusqu'alors pas arrivé, ou alors une fois peut-être. Et donc c'est assez paradoxal, c'est parce que ce qui est assez paradoxal, c'est que l'Atlético va gagner ce match, alors que dans la poule, elle a pu avoir énormément de mal contre des équipes jugées plus faibles et où elle a dominé ses rencontres, alors que là, elle n'a vraiment pas dominé. Pourtant, elle s'en est sortie. Alors, moi, j'aimerais m'attarder sur un joueur. Alors, peut-être que c'est pas nécessaire, mais en tout cas, je le trouve assez performant en ce moment. Tu me diras si c'est ton cas. C'est Yannick Carrasco qui a marqué donc face à Salzbourg et qui avait marqué, on le rappelle aussi, face au Barça. Il a même été passeur là sur le match face à Salzbourg. Tu le trouves comment en ce moment le Belge du côté de l'Atlético? Parce que c'est pas forcément le joueur qu'on attend le plus, dont on attend le plus d'ailleurs, mais je le trouve assez performant mine de rien ces temps-ci. Je suis pas un grand défenseur de Yannick Carrasco en tant que tel. Il faut reconnaître que sur ces 2 derniers matchs, il est vraiment très décisif. Sur le Barça, il a été très bon. Je l'ai trouvé très actif sur son couloir, et notamment pour limiter un peu l'apport des joueurs du Barça. En revanche, sur ce match face à Salzbourg, je l'ai trouvé un peu en deçà. C'est-à-dire que je l'ai vu faire quelques erreurs. Je l'ai vu avoir quelques errements défensifs. Je l'ai vu un petit peu en deçà techniquement, mais malgré tout, il a réussi à être décisif sur les 2 buts et c'est ce qu'on lui demande. Enfin, c'est ce qu'on peut attendre de lui en tout cas. Enfin, pas forcément lui demander parce que, comme tu l'as dit, c'est pas forcément le joueur qu'on attend le plus de briller. Il y a des joueurs au Félix qui est fait pour ça notamment, mais il est là, il répond présent et il forme une très belle paire avec Mario Hermoso sur le côté gauche. Alors toi, de ton côté, François, tu les trouves comment les Colchoneros avant cette rencontre? Est-ce que tu as pu voir un petit peu ce qui s'est passé face à Salzbourg et tu les sens comment avant ce derby?
Alors Salzbourg, j'ai pas vu le match. En revanche, j'ai eu de la très bonne analyse de Tracy dans Foya Liga. Voilà. Petit placement de produit. Tu as le droit aujourd'hui, c'est 100% Foya Liga, tu peux y aller. En revanche, j'ai parlé de ce que j'ai fait moi sur le site, c'est-à-dire le but de la deuxième journée, c'est Thomas Lemar dans la construction, notamment l'apport de Kieran Trippier, qui en championnat s'améliore petit à petit, alors que c'était quand même pas gagné. C'est plutôt intéressant. Le problème, c'est qu'en la charnière Savic-Philippe, c'est pas sûr que ça fonctionne très très bien. Même si sur le but de Lemar, justement, c'est lui qui casse la première ligne pour donner à Llorente. Forcément, quand le taulier c'est Josema Jiménez, alors quand tu l'as pas, c'est un peu comme quand Ramos n'est pas là avec le Real Madrid, c'est quand même pas la même. Il y a une stabilité un peu moins présente. Quoi. Type de défense, c'est comme l'héritier de Diego Godin. Donc voilà, n'empêche que, au bout du compte, depuis le début de saison, il n'y a que Oblak n'a encaissé que 2 buts. Donc les principes du cholisme sont respectés. Devant, ça joue quand même nettement mieux que l'année dernière. On a vraiment l'impression que l'après Griezmann a été très bien digéré cette saison, en tout cas. Ça a mis un an, en fait, mais maintenant, João Félix est complètement intégré. Il a été nommé joueur du mois de novembre et je crois du mois d'octobre aussi, si je ne me trompe pas, Julien. Tu me confirmes ? Ouais, c'est ça. Ça a été le nôtre je crois que c'était le nôtre en octobre. Ouais. Exactement. Et donc, tout cet apport-là, et on peut même constater que le jeu tourne bien, parce que même avec le départ de Thomas Partey, ça joue toujours selon les principes de base de Simeone, avec un Koké qui est revenu complètement au haut niveau, qui est revenu avec la sélection, qui était très bon, avec la sélection en plus, au point de devenir titulaire. La seule question qu'on peut se poser à l'heure actuelle, c'est Saúl Ñíguez, qui est dans une grosse période de moins bien, mais qui reste parmi les cadres et donc qui conserve sa place dans le 11. C'est vraiment le gros coup de main. Mosso progresse énormément cette année aussi. Carrasco est là, même pour défendre, il est bon. Ángel Correa aussi fait toujours ses matchs. Donc vraiment, c'est peut-être l'équipe la plus complète de l'Atlético depuis un bon moment, époque Griezmann comprise. Alors, avant de revenir sur la confrontation entre les deux équipes de Madrid, Julien, j'aimerais te parler, de rester un petit peu sur ce chapitre Ligue des Champions. Vous finissez deuxième de votre groupe, derrière un Bayern qui a écrasé la concurrence. Au niveau des têtes de série, tu aimerais que l'Atlético tire qui pour les huitièmes de finale ? Je suis pas très familier de cet exercice-là. Disons que j'ai vu les probabilités. Ouais. Les probabilités les plus hautes sont Dortmund et la Juve. Oui, bon, ça c'est des probas après. Hein, Ouais, c'est ça. Ce sont des probas, mais bon. Disons que si je me réfère à ces deux-là, je veux à tout prix éviter la Juve. On connaît pourquoi. Ça me rappelle le mauvais souvenir et le 3-0 il y a 2 ans. Ou 3, je sais plus. 2 ans, certainement. 2 ans. Je crois que c'était 3. Oui, 2 ans. C'était 2 ans. Ouais, c'est ça. Et du coup, Dortmund, pourquoi pas. Chelsea aussi. J'essaye un peu de regarder la PL. Parce que le projet de jeu en tout cas, le projet est intéressant et je sens qu'il n'est pas encore bien rodé. Donc, pourquoi pas Chelsea aussi. Eh ben, écoute, ça te rappelle le mauvais souvenir, Julien, mais le match élève était très très bon en Ligue des Champions au Vanda. Ça avait été un des meilleurs matchs. Et je dis pas ça parce que j'étais au stade et que j'ai eu beaucoup de chance d'y assister. Ben écoute, on verra ça dès lundi, puisque le tirage au sort, on le rappelle, sera lundi, que ce soit pour la Ligue des Champions ou pour la Ligue Europa. Alors, pour parler un petit peu de cette rencontre entre le Real et l'Atlético, bon, déjà, ça se rejoue, on sait, dans un contexte particulier dû au Covid, devant un stade vide, mais j'aimerais que vous nous disiez de vos yeux, d'experts, surtout toi, Julien, qui est supporter de l'Atlético, en tribune en général, comment se vit un match entre le Real Madrid et l'Atlético ? Est-ce que c'est un derby qui est assez virulent ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savent pas forcément. Est-ce que c'est virulent ? Est-ce qu'il y a la même haine que pour un Real Barça, par exemple ? Voilà, oui, tout au moins. Déjà, souvent, on a des très beaux tifos. Malheureusement, ce ne sera pas le cas en plus parce que cette année, en tout cas, ce match se joue à Valdebebas. Et du coup, on n'aura déjà pas ces tifos-là.
Et ensuite, oui, bon, je vais passer tous les chants et toutes les insultes qui peuvent être lancées en tribune, mais oui, c'est assez chaud. Et justement, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit sur le terrain, parce que j'ai des images qui me reviennent en tête, notamment l'année dernière en Supercoupe d'Espagne. Ça a un historique assez chaud quand même, les derbies entre l'Atlético et le Real. Ouais, ça date pas d'hier. Moi, je me souviens encore d'images que j'ai pu revoir, notamment avec les derbies de Paolo Futre quand il était au club dans les années 90. Lui, et plus récemment, effectivement, l'an dernier en Supercoupe, où on a le tacle par derrière de Valverde, ou il y a 2-3 ans aussi, quand Diego Costa marche sur le crâne de Ramos. C'est toute une C'est pas mal. Non, mais Ouais, ouais. c'est folklorique, c'est bien. Ça apporte un peu de pittoresque. Bon, il y en a d'autres qui diront que c'est pas forcément quelque chose de très recommandable, hein, de marcher sur le crâne de son adversaire. Mais bon, ça Mais fait c'est des deux partie. côtés. C'est des deux Ça peut... côtés. C'est-à-dire Oui, oui, que oui, bien sûr. l'Atlético peut être vu comme un peu débouché si on s'en tient à quelques images, mais c'est des deux côtés et c'est de bonne guerre. Alors, toi, de ton côté, François, bon, tu es un peu le neutre aujourd'hui pour parler de tout ça, puisque on le rappelle, tu es supporter ni de l'un ni de l'autre. Comment tu vis, toi, ce genre de match en tant que amoureux déjà du foot espagnol? Comment tu jauges l'importance d'un Real Atlético, par exemple, par rapport à un Real Barça? Alors, j'ai eu la chance d'assister à un derby Mhm. en 2019 au Vanda. Ça, c'est pas un très bon souvenir pour l'Atlético, parce qu'il y a eu 3-0 pour le Real, si je me rappelle bien, avec un ciseau de Casemiro qui avait ouvert le score. Et j'ai un souvenir avant le match. En fait, quand vous allez au Wanda Metropolitano, il y a des plaques, en fait, des grands joueurs qui sont passés par le club, chez les hommes et chez les femmes. Et je parlais avec des collègues et j'entends un mec qui racle sa gorge et il balance un crachat monumental sur la plaque de Hugo Sanchez. Donc Hugo Sanchez, pour les plus jeunes, c'est un des plus grands buteurs de l'histoire de la première division espagnole dans les années 80. Et il a joué à Atlético. Et en fait, il est parti au Real Madrid, mais en fait, pour pas que ce soit directement de l'Atlético au Real Madrid, il y a eu une triangulation. Et il est passé il a signé à Unam Pumas pour ensuite signer officiellement au Real Madrid. Voilà, c'était parce qu'en fait, il ne faut pas passer d'un club à l'autre directement. C'est très très rare qu'ils passent d'un maillot successivement. Je crois que le dernier, ça va être Llorente. Oui, Llorente, oui, cette année. Oui. Mais c'est assez rare. Théo Hernandez, par exemple, il avait joué à l'Aves entre-temps. Il me semble. Ou au Milan, je sais plus. Oui, c'est ça. Avant de signer il appartenait à l'Atlético, mais il jouait pas avec oui, c'est ça. Il jouait pas avec l'Atlético. Bref. Il y a tout un champ du folklore. Par exemple, Santiago Bernabéu a joué avec l'Atlético, par exemple. Et Vicente Calderón, il a été socio du Real Madrid. Oui, voilà. Tout est imbriqué. Le Juan Carlos, donc le roi héréditaire, et président d'honneur du Real Madrid, son fils président d'honneur de l'Atlético de Madrid. Donc tout est imbriqué en fait quand on va dans les rues à Madrid. Après évidemment il y a plus de Real Madrid parce que évidemment le club est beaucoup plus connu, prestigieux surtout. Oui, prestigieux. J'étais à Madrid quand il y a eu la deuxième finale de Ligue des Champions entre les deux clubs et oui, c'est des matchs. Ce sont des matchs particuliers, c'est des matchs où la ville respire différemment, où ça se ressent vraiment différemment. C'est des matchs fratricides. C'est comme quand vous allez faire un derby de Séville, et des gens de la même famille, ils vont pas se parler pendant la semaine parce qu'il y a le match, quoi. Mais ça ne empêche pas qu'ils s'adorent, hein, mais ils sont juste pas du même club, quoi. Donc ça peut créer des conflits, quoi. Donc voilà, c'est des conflits épisodiques, mais oui, c'est tout à fait logique. Alors, vas-y, Julien. Non, mais je dis, par rapport au club Betis et FC Séville, mais moi c'est pareil du point de vue familial. Moi j'ai mon grand tonton qui habite sur le même palier que mes grands-parents et lui était socio du Real.
Ça Oui, c'est donc drôle. voilà, donc ça peut être une histoire de famille qui peut se régler très rapidement en pugilat, cette histoire. Mais bon, c'est pas les valeurs que prône notre beau sport. Alors, Après, il faut dire aussi quelque chose, c'est que la rivalité, elle est plus dans le sens Atlético-Real que Real-Atlético. Donc, le Real, tu leur parles d'Atlético, ils font, bon, bah, c'est cool, quoi, mais bon, voilà, nous, alors, nous, on est le parce Real que Madrid, quoi. tu penses qu'il y a quand même, ils sont envieux, les Colchoneros, peut-être? En plus, je sais pas, euh, mais enfin, comment dire? Tu verras plus de trucs anti-madridistes, à des écharpes anti-madridistes que Colchoneros, anti-Colchoneros, si tu veux. C'est-à-dire que tu te définis aussi par rapport à la rivalité que tu entretiens bien sûr. avec, voilà, donc, voilà, enfin, moi, j'ai des très grands souvenirs de derby, hein, franchement. Moi, j'ai fait le dernier match au Calderón, en Ligue des Champions, qu'avait gagné le Real Madrid, d'ailleurs. Mais j'avais pas de billet, donc je l'ai fait au Doblete, la brasserie qui est au qui est au stade, en fait, qui maintenant, l'ancien Calderón qui n'existe plus maintenant. Mais avec la pluie qui tombe à la fin du match et tout ça, c'était dantesque, quoi. Voilà, ce sont des matchs auxquels il faut avoir assisté quand on aime le foot. C'est quand même des matchs où il faut être dans la ville, même des fois même pas aller au stade, mais être dans la ville et être dans les endroits où il y a les supporters qui se rejoignent aux abords du stade et tout ça. Ce sont vraiment des très bons moments à passer. Alors, avant de parler un petit peu de comment vous sentez ce match, Julien, toi en tant que supporter, c'est quoi ton meilleur souvenir sur ce derby-là? Je peux te citer quoi comme match? Une Super Coupe d'Europe? Ouais, Le 4-2 en 2018. c'est vrai que c'est une belle référence. 0 avec le retour de Torres qui est pas mal aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais Ce qui va- c'est vrai que après, le 4-2 était symbolique parce que c'était une année un petit peu moins où tu vas chercher l'Europa League, où tu fais un recrutement un petit peu galactique avec Lemar à 70 millions, et puis c'était un de ses premiers matchs, je pense. Peut-être le premier match de la saison, et puis on s'est dit, ça y est, on est enfin lancé, quoi. Et puis, c'était plutôt des années assez décevantes qui ont suivi, malheureusement. Alors, le match donc se tiendra ce samedi donc à 21h, pardon. À 21h, donc ce samedi 12 décembre. Donc, on aura des absents côté Real, notamment avec Mariano Diaz, Eden Hazard, Luka Jovic, Martin Odegaard et Federico Valverde. Côté Atlético, on aura Diego Costa, Jiménez et Kondogbia d'absents. Incertitude pour Sanchez, le milieu de terrain de l'Atlético, Manuel Sanchez. Comment vous voyez ce match, les gars? François, toi de ton côté, est-ce que tu vois l'Atlético arriver conquérant avec sa place de leader ou laisser faire le jeu au Real Madrid? Bonne question. Déjà, je pense que jouer là-bas, à Valdebebas, n'est pas une mauvaise chose pour l'Atlético. C'est pas une forteresse imprenable, le Di Stefano. Ils ont perdu contre Alaves récemment, ils ont perdu contre le Shakhtar. Ils ont perdu contre Cadiz aussi. Ouais. Donc c'est pas un stade qui leur réussit énormément. Je me demande si le fait que le stade ne soit petit, en fait, ne les désavantage pas. Après, oui, je pense que Julien sera mieux que moi pour le dire. Mais je pense oui, l'Atlético va plutôt chercher à coulisser en défense et à essayer de contrer et à lancer Carrasco et Joao Félix et Correa devant. Mais franchement, je sais pas à quoi m'attendre parce que contre Séville, par exemple, le Real a beaucoup subi en deuxième mi-temps et surtout à la fin d'ailleurs. Je sais pas, je pense qu'ils vont porter la balle, mais à l'heure actuelle, je suis bien curieux de savoir comment va procéder le Cholo. Ouais, je te rejoins un peu, c'est assez compliqué, contrairement au Barça où on avait des individualités qui manquaient, notamment Suarez qui est un peu la clé de voûte pour occuper un peu en camp adverse. Là, normalement, il sera présent. Certes, il n'est pas vraiment très en forme, mais en tout cas, ça offre la possibilité d'avoir un peu le contrôle du ballon et essayer d'étouffer un peu le Real sur ce derby. Après, comme on a pu le voir hier en Champions League, si l'Atlético essaie de ressortir proprement, le Real presse tellement bien que c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et évidemment, au vu du score et du résultat face au Barça,
quand on a laissé le ballon, on arrive quand même à faire des différences offensivement. Donc c'est un petit peu compliqué de se projeter, encore une fois, malheureusement. Je vais pas t'aider beaucoup, mais c'est encore un défi. Alors, cette indécision, justement, elle vient peut-être du fait que le Real Madrid est parfois imprévisible cette saison. Des résultats qu'on n'attendait pas forcément, même si on a eu de très bons arguments de la part de Johan d'Esprit Madridista la semaine dernière, en préambule du match face au FC Séville, où il y a eu peut-être une certaine suffisance après le titre de l'année dernière, qui cachait peut-être des carences qui n'étaient pas forcément visibles lors de la saison passée. Est-ce que tu serais d'accord avec ça, toi, François, pour dire que le titre de l'année dernière cache un petit peu les carences que pouvait avoir le Real, par exemple, qu'on peut voir cette année? Je pense que la plus grosse carence du Real Madrid, c'est de ne pas avoir de plan B. Ouais. La saison dernière, ça allait, parce que la Liga n'a pas été terrible. Faut quand même dire les choses. Ça fait plusieurs saisons que la Liga n'est pas terrible d'ailleurs. Donc la force de Zidane, et notamment quand il a fait le triplé de Ligue des Champions, c'est qu'il avait un plan B. C'est qu'il avait eu une sorte de deuxième équipe pour jouer les matchs de Liga et gagner les matchs de Liga. Morata et Isco avaient été très importants dans ce sens-là pour prendre des points, pour prendre de la confiance, pour un peu passer les écueils. Là, il les a plus, ces joueurs. Morata est parti, tout simplement. Isco ne joue pas ou peu ou pas bien. Il n'a pas trop de bancs. Mariano va être absent, Jovic va être absent, ce qui fait qu'en attaque, tu n'as personne. Si Benzema a un pépin, Hazard n'a aucun rendement depuis qu'il est arrivé. Au point que quand il marque contre Huesca, ça devient un mini-événement, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas marqué. Au milieu de terrain, il a Valverde qui est absent, ce qui fait quand même une grosse cartouche en moins pour soit commencer le match, soit le terminer. Il a toujours le même trio au milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric. Alors quand ça fonctionne, c'est royal. Mais est-ce que cette équipe-là peut tenir encore toute une saison? Pas simple à dire. Sur les côtés, Asensio ne progresse plus. Il a eu sa blessure, il ne progresse plus. Vinicius est très inquiétant. Parce qu'autant il a envie de bien défendre dans son couloir, mais aucune spontanéité offensive. En ce moment, il est vraiment le creux de la vague. Alors, il a de la qualité, donc peut-être que contre Atletico, il va se remettre dans un chemin un peu plus intéressant que ce qu'il a montré ces derniers temps. Rodrigo, c'est un peu tendre, même si ça a tendance à progresser. Mais le problème du Real Madrid, c'est simplement qu'ils se sont séparés de tous leurs joueurs de plan B, voire de plan A. Je pense à Sergio Reguilón, Marcos Llorente, évidemment, même s'il ne joue pas au même poste à l'Atlético, mais il se trouve que le Real Madrid n'en a rien fait au final de ce joueur. Ceballos n'est pas là. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient eu leur place dans un plan B et qui n'y figurent plus. Donc ça, c'est quand même un très gros problème. Est-ce que pour le moment ça tient, mais est-ce que sur toute la durée de la saison ça va tenir avec la Ligue des Champions, avec toutes les échéances? Évidemment, plus tu vas te rapprocher de la fin de championnat, plus les matchs vont être difficiles. Ça me semble assez hypothétique. Alors, de ton côté, Julien, avant qu'on passe au pari et cette dernière partie d'émission, l'Atlético, avant ce match, est leader de Liga. Qui va jouer, va se déplacer chez son ennemi, chez le tenant du titre. Comment tu te situes, toi, actuellement, face à cette équipe? Est-ce que tu te trouves dans une position de force, sachant que tu es leader, que le Real commence à peine à reprendre un petit peu du poil de la bête? Comment tu te sens face à une équipe comme celle-ci, qui est en train de reprendre un petit peu confiance, même si pour le moment on n'a pas vu, on a vu que face à Mönchengladbach, et puis c'était très bien, mais ce n'était qu'un seul match, et puis Mönchengladbach, comme l'a dit François tout à l'heure, a pas forcément fait le match de l'année. Dans quelle position tu te sens face au Real Madrid aujourd'hui en tant que supporter de l'Atlético? Pour rejoindre ce que disait François et pour répondre à ta question, l'Atlético a une équipe plus profonde, plus complète, et on l'a vu notamment sur les 2-3 derniers matchs en Liga face à Valencia et Valladolid. Souvent, c'est les joueurs qui rentrent en deuxième mi-temps qui font les différences, que ce soit Lemar, João Félix, Correa.
Et en ce sens, on est en position un peu de force. C'est-à-dire que on sait qu'on sera performant sur la durée. Et là, le Real, certes, a repris un peu des forces, comme tu l'as dit, mais c'était un peu dans une situation critique. Et on le sait, le Real excelle dans ce genre de moment. Après, c'est toujours des moments particuliers, comme on l'a dit. Et le Real, dans ces moments-là, est souvent décisif. Ce qui me vient à dire que on aura une rencontre assez hachée, comme d'habitude, de toute manière, et que l'Atlético arrivera à faire la différence en deuxième partie de rencontre. Et ben en tout cas, on espère qu'on aura quand même le droit à un match mieux que haché du moins, parce que bon, on mérite quand même de cette rencontre que ce soit un poil excitant quand même, parce que bon, je pense que on paye assez cher les abonnements pour ne pas avoir de la mauvaise soupe servie sur la table. Donc on va passer à la dernière partie de l'émission, les gars. On va parier sur ce match avec Betclic. Donc pour rappel, Betclic, notre partenaire, vous propose de vous inscrire avec notre code promo auto additionnel qui vous permettra donc de pouvoir vous inscrire avec un bonus de 100 € sur votre premier pari. Donc premier pari remboursé jusqu'à 100 €. N'hésitez pas donc à vous inscrire avec le lien qu'on va poster sur nos réseaux. Et notamment sur ce match, puisque ce match il va être intéressant notamment à pronostiquer. Autre qu'à regarder, il va être aussi intéressant du coup à pronostiquer. Et du coup, les cotes sont très intéressantes puisque François, toi tu as pronostiqué sur une victoire donc de l'Atlético Madrid 2-1. Donc le 2-1 est coté à 9,40 et une victoire sec de l'Atlético est à 3. Pourquoi l'Atlético va s'imposer selon toi, mon cher Julien? Dans cette Liga avec deux adversaires, ou du moins 3 si on inclut la Real Sociedad, qui est en très grande forme, l'Atlético se doit de gagner. Et donc, ça passe par une victoire. Comme l'a dit François, le Real n'est pas très fringant chez lui à Di Stefano, et donc ce sera une victoire au bout des 90 minutes. Et une victoire avec un but de Marcos Llorente, si on en croit aussi tes paris. Llorente coté à 4,55. Pourquoi Llorente plus qu'un autre? J'aime les belles histoires, déjà. Bien sûr. Et donc, j'aimerais bien qu'il se fasse justice un peu lui-même. Je sens ça y est, il est vraiment rentré dans le moule. Il est devenu un joueur indispensable pour le Cholo. Et il y a moyen de faire mal à cette défense du Real, même si Sergio Ramos sera là pour stabiliser un peu tout ça. Et de ton côté, François, pour le dire, qui n'est pas un grand adepte des paris en ligne, mais qui a quand même sorti son petit pronostic pour le match. François, donc qui parie lui aussi sur une victoire de l'Atlético Madrid, donc coté à 3, on le rappelle. Tu nous as mis en buteur, par contre, aussi un joueur de l'Atlético, Correa. Oui. À 80. Parce que c'est un joueur que je n'aime pas. Non, en fait, pour être plus précis, c'est un joueur que je ne comprends pas, en fait. Je sais que Julien adore Correa, donc c'est pour ça que je l'ai mis. C'est un joueur qui est capable de faire des trucs de fou et des fois de rater des choses élémentaires. C'est aussi pour ça qu'il est attachant. Et en fait, il surgit souvent quand on ne l'attend pas. Donc pourquoi pas lui. J'aurais pu dire Thibaut Courtois pour le Real Madrid, parce que moi aussi j'aime les belles histoires, mais c'est un peu plus compliqué. Il n'y a que Valence qui a failli prendre un but de Thibaut Courtois quand même. Bref, après c'est vrai que je me suis peut-être un peu enflammé, parce que si la raison veut parler, je dirais 0-0, évidemment, le sempiternel 0-0. Mais il faut aussi voir que le Real Madrid a l'obligation de gagner. Alors, est-ce que ça va faire comme contre le Barça ou contre Mönchengladbach? C'est possible aussi. C'est compliqué de parier sur le derby à chaque fois. Mais peut-être que cette position qui va contraindre le Real Madrid à sortir. Paco Gémez dans Marca, il a fait pour que l'Atlético ne soit pas champion cette année, il faut qu'il meure. Donc c'est impossible que l'Atlético ne soit pas champion cette année, globalement.
Et c'est la dernière chance pour le Real Madrid, je pense, d'accrocher le wagon. S'il y a défaite au bout, c'est terminé. Je pense que là, cette fois-ci, l'Atlético va retrouver le chemin du titre. Donc, encore une fois, c'est dos au mur. Mais je pense que l'Atlético, c'est quand même d'un autre bois que Mönchengladbach. Et devant, il y a quand même Suarez devant, il y a João Félix, il y a Correa, il y a Carrasco, il y a quand même des joueurs qui ont du bagage dans les gros matchs. Et c'est ce qui fera la différence. Eh ben écoute, on verra ça, surtout que le Real va avoir une petite pression aussi, puisque mardi, il y a aussi un match pour le Real face à Bilbao, un match en retard à jouer. Donc, va y avoir aussi peut-être une gestion de la part des joueurs de Zidane, donc, de Zidane tout court, puisque c'est à lui de gérer son effectif quand même. Donc, on va voir ce que ça va donner ce match entre les deux équipes de Madrid. Nous, de notre côté, du côté traditionnel, on va pronostiquer sur une victoire du Real Madrid, parce que le Real Madrid doit quand même se relancer. Comme l'a dit François, pas le droit à l'erreur, donc victoire du Real à 2,28. Et si on avait un buteur à pronostiquer, eh ben on mettrait Karim Benzema, tout simplement à 2,50. Au hasard, hein. Histoire de vous faire gagner quand même un peu d'argent. 2,50 pour le buteur français. Et sinon, si vous voulez tenter une cote fun sur un buteur, on a aussi, pourquoi pas Sergio Ramos à 4,85. Donc, s'il y a un penalty, ce qui peut arriver avec le Real Madrid, ils sont pas non plus dénués de penalty. Donc, on peut parier là-dessus. Écoutez les gars, merci à vous deux d'être passés. C'est super sympa de votre part. Donc merci à toi Julien, merci à toi François. Donc on peut vous retrouver sur Fury Liga. Vous postez des articles très régulièrement sur le foot espagnol et c'est très qualitatif. Donc n'hésitez pas à aller les consulter si vous avez envie d'en savoir plus sur le foot espagnol. En tout cas, on se retrouve nous dès la semaine prochaine pour une nouvelle affiche européenne. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur nos réseaux. C'était Quentin de Traditionnel. Salut à tous.